messieurs les invités. Bonjour. Vous avez dit que vous allez organiser, vous allez débuter avec le cours pour ce lundi. Comment ça va se passer? Les cours ont effectivement commencé et nous sommes heureux de vous accueillir pour vous annoncer justement que nous avons démarré effectivement l'enseignement en ligne ici à l'UCB pour l'année académique 2019-2020. Peut-être pour un bref rappel, nous nous sommes encore retrouvés ici avec la presse. C'était le vendredi 1er mai et c'était pour annoncer justement que nous avions cette volonté de pouvoir organiser l'enseignement en ligne. L'enseignement en ligne pour, disons, pallier la difficulté d'enseigner en présentiel à la suite de la pandémie du coronavirus qui, comme nous le savons, tient toutes les activités dans le monde entier aujourd'hui et dans notre milieu en particulier. Nous avons donc estimé à l'UCB qu'il était responsable, qu'il était même, disons, imminent de pouvoir organiser une alternative à l'enseignement en ligne, puisque, heureusement, la technologie aujourd'hui, dans son évolution, permet de le faire. Même s'il y a des contraintes qui peuvent être rencontrées sur le chemin, mais il y a moyen de pouvoir travailler sur les contraintes et de les surmonter. Les dimanches 3 mai, nous avons participé, mon collègue professeur Lucien Zinoula et moi-même, à l'émission Paix et Développement, où nous avons encore relayé ce message selon lequel nous nous préparons à organiser l'enseignement en ligne. À l'occasion de ce point de presse du 1er mai et dans l'émission Paix et Développement, nous avons lancé le message principal de demander à tous les acteurs concernés, les parents, les étudiants, les enseignants, tous les acteurs qui peuvent apporter une contribution, de pouvoir en tout cas nous aider à rendre cette initiative effective et à en faire une réalité pour que nous puissions donner une chance de poursuivre la formation, même si nous sommes dans un contexte difficile de corona. Nous comprenons progressivement en fait que nous devons apprendre à vivre avec. Et à l'université, nous avons compris que nous devons apprendre à enseigner, à faire la recherche, même en contexte Covid. Alors aujourd'hui, nous vous invitons de nouveau pour dire que le rendez-vous qui avait été annoncé est maintenant, disons, réel. Depuis le lundi 25 mai, nous avons effectivement commencé les cours dans toutes les promotions et facultés de l'Université catholique de Bukavu, sous les modes d'enseignement en ligne. Brièvement, les horaires ont été élaborés. Chaque étudiant connaît les cours qui va avoir lieu tel jour. Nous avons légèrement remanié les calendriers académiques, mais c'est de manière provisoire, en attendant ce que le ministère du côté nous va donner comme consigne par rapport à cela. Nous avons inscrit tous les utilisateurs, donc étudiants, enseignants et autres intervenants, dans la plateforme Moodle. Donc toute personne aujourd'hui qui est affiliée à l'UCB peut entrer dans la plateforme et voir notamment quel est le rôle qui lui est assigné. Quels sont les cours notamment que je dois enseigner comme moi enseignant. Quels sont les cours où je suis inscrit moi comme étudiant. Quels sont les différents programmes qui sont, disons, déjà mis sur la table. Et donc, depuis lundi, nous avons effectivement lancé l'enseignement en ligne et il se réalise avec, disons, de succès que nous ne pouvons pas manquer de mentionner. Et j'aimerais mettre l'accent sur un des avantages, c'est que les cours sont disponibles. Par rapport au système présentiel, avant même que l'interaction commence entre l'étudiant et les enseignants, les cours est déjà posté. Les exercices éventuellement sont déjà postés, des schémas sont postés et l'étudiant a le temps de les consulter, de les exploiter, de lire, de faire les travaux qui lui sont demandés avant l'interaction entre l'enseignant et l'étudiant. Et ça se passe, je peux dire, plutôt bien. C'est un avantage, je crois, énorme par rapport au système antérieur où la plupart des fois, le support du cours était accordé après plusieurs jours, parfois plusieurs mois, après la fin du cours. Peut-être pour bien comprendre comment ça se passe, la veille, au plus tard vraiment la veille de la séance de cours, les enseignants sont appelés à poster les matériels et à expliquer le déroulement du cours qui va se passer le lendemain. Alors le jour du cours, à partir de 8 heures, l'étudiant est invité à se connecter à la plateforme et il peut télécharger ce qui a été posté par l'enseignant la veille. Et donc, de 8 heures jusqu'à peu près 10 heures ou 11 heures, l'étudiant est censé lire
le cours qui lui a été envoyé par l'enseignant et suivant ses consignes. À partir de 10h ou 11h jusqu'à 14h, l'étudiant fait les exercices ou réalise les travaux qui lui ont été assignés par l'enseignant. Et de 14h à 16h, il s'installe maintenant une interaction entre l'enseignant et l'étudiant. C'est la partie où il y a l'interaction directe, où pour l'instant on a commencé, comme on l'avait annoncé, par des fonctionnalités les plus simples. On fait un chat. L'enseignant annonce qu'il est déjà présent. Les étudiants viennent se connecter à la plateforme et l'enseignant leur dit est-ce que vous avez par exemple compris telle notion. S'il y a de préoccupations, elles sont exprimées à ce moment-là. L'enseignant aussi répond du mieux qu'il peut par rapport à cela. Et à 16h, où il y en a parfois qui prolongent un petit peu, à 16h30, les cours s'arrêtent pour ce jour-là. Et le lendemain, on reprend encore l'exercice, suivant l'horaire qui a été signalé, jusqu'à ce que le cours arrive à la fin. Alors, brièvement, je peux dire que pour l'instant, on a constaté un taux de participation relativement élevé. On est à plus de 70% d'étudiants qui sont connectés aujourd'hui sur la plateforme. Pour les autres, il y a encore quelques soucis, notamment d'insertion de leurs adresses. C'est en train d'être résolu progressivement. Nous avions en fait annoncé au départ que on sait que ce ne sera pas parfait dès les premiers jours. Ça va se parfaire au fur et à mesure que nous récoltons les évaluations des uns et des autres. Donc nous nous réjouissons de ce qu'aujourd'hui, au moins 70% d'étudiants sont connectés. Les enseignants, ils sont tous connectés à 100% parce que tous connaissent leur cours, leur promotion, leur faculté où ils doivent tester. Alors, parmi les constats à ce démarrage également aussi, on se rend compte qu'il y a encore un besoin de renforcer notamment l'Internet. Et ça, c'est un problème que nous connaissons et qui est en fait général à toute notre région. Ce n'est pas seulement lié à l'université. Et nous avons des échanges qui sont en train de se nouer avec les besoins de communication pour nous aider à améliorer non seulement la qualité, mais également les coûts d'accès à la bande passante. Un autre point sur lequel le travail est en train d'être réalisé pour améliorer, c'est la maîtrise de la pédagogie et pour l'enseignant et pour les étudiants pour s'adapter à ces nouveaux modes d'enseignement. Et au nom de l'équipe technopédagogique, j'ai l'honneur de coordonner dans ce passage à l'enseignement en ligne. Je vais ajouter deux petits éléments à l'attention des parents et des étudiants qui sont des partenaires extrêmement importants dans ce projet. Le scénario pédagogique, tel que le vice-recteur vient de l'expliquer, il n'est pas statique, il est appelé à évoluer. Il a bien expliqué qu'il y a des ressources auxquelles les étudiants ont accès, il y a des activités qu'ils font pour préparer les interactions. Mais alors, ce scénario, nous y sommes arrivés en répondant à deux contraintes. La première contrainte, il faut vraiment le souligner, est d'ordre social. Il fallait commencer par un modèle qui ne pèse pas très lourd au budget des parents, parce que beaucoup de parents ont des activités maintenant qui sont au ralenti. Ça, c'est une dimension de la première contrainte. Une deuxième dimension, je me rappelle le week-end dernier, effectivement, quand nous avons fait le point de presse, on avait expliqué qu'il ne faudrait pas que le passage à l'enseignement en ligne de nature l'UCB par sa qualité. Il faut organiser un enseignement en ligne qui soit en sorte que l'UCB virtuel soit ressemble le plus possible à l'UCB en 3D, l'UCB réel. Et alors il fallait en même temps aussi que ces scénarios-là puissent être adoptés par tous les corps enseignants pour qu'il y ait des outils standards qui permettent aux services académiques d'évaluer tous les enseignements sur base des mêmes critères. Cela a aussi été fait et bien évidemment il reste maintenant des débats dans chaque domaine. On peut ajouter des spécificités, mais nous tous comme enseignants, on a été d'accord avec un modèle qui est tel qu'on peut dire à l'enseignant X que dans les cours Y, il manque l'élément Z, donc ce modèle-là est fait. Alors, ça peut arriver, comme a dit le vice-recteur, parce que nous sommes à 72% à peu près. Alors, ce n'est pas les 72% qui nous intéressent maintenant, c'est
28% qui restent, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, nous devons évaluer, essayer de voir est-ce que côté prix, côté ressources, on peut maintenant avancer vers les vidéos, ça ne pèse pas lourd, qu'est-ce qui change dans la pédagogie? Est-ce qu'on peut instituer des audios, certains cours de particularité? Est-ce qu'au niveau de la programmation, on peut dégager un peu d'espace pour insérer des petits écrans? Vous voyez, on ne fait pas le développement dans la précipitation. Donc nous sommes très contents d'avoir commencé le premier palier, et le premier palier a marché. Donc globalement, ça c'est le premier complément que je tenais à apporter, notamment à l'attention des parents et des étudiants. Le deuxième et dernier complément, c'est à l'attention des étudiants essentiellement. Alors, c'est vrai que le vice-recteur qui fait cette communication avec moi, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en général, nous sommes dans deux blocs opposés parce qu'il est censé évaluer le travail que nous faisons. Et alors, il sait très bien que nous souffrons pour que nous commencions à être des bons enseignants en ligne, comme nous l'avons, beaucoup d'entre nous, été en présentiel. Il y a un travail supplémentaire énorme. Nous travaillons énormément. Et si nous acceptons un tel sacrifice, c'est parce qu'en fait, je vous ai dit, chaque développement a un coût. Donc les enseignants sont obligés de changer. On prépare sérieusement la matière. Vous imaginez même maintenant, après ici, il y a d'autres enseignants qui sont là, avec on va encore faire des mises en commun des méthodes pédagogiques. Alors il ne faut pas que les étudiants, pendant que l'administration, les enseignants, tous les agents sont appelés à changer, il ne faut pas que les étudiants soient les seuls à vouloir rester comme ils ont toujours été. Il faut que les étudiants, en tout cas, jouent leur partie. Et les parties, c'est quoi? C'est de comprendre que cette crise sanitaire qui nous a poussé vers la nécessité d'organiser l'enseignement en ligne a aussi quelques points positifs. C'est pour nous une occasion de les pousser à développer la dimension travail personnel. Beaucoup d'entre nous enseignants, si nous sommes enseignants à l'université, c'est parce que nous avons fait des études post-universitaires. Il y a une difficulté que nous avons tous rencontrée, que nos étudiants pourraient ne jamais rencontrer si donnent. C'est la dimension travail personnel. Alors, on peut avoir l'impression que parmi les 28% qui n'est pas encore adapté, il y en a en fait qui aimeraient retrouver dans l'enseignement en ligne tous les ingrédients de l'enseignement en présentiel. Nous parlons tous Swahili. Lucien expliquait comme Masolo. Maintenant, depuis qu'il enseigne maths en ligne, il est Masolo, il y a que Haïkotena, mais il n'y en a pas, il n'y a pas de place. Tout ça. Bon, la plupart des fois, dès qu'il nous pose une question, quand on ne répond pas lui-même, il y répond. Maintenant, on ne peut pas le faire. Il y a des activités qu'ils peuvent faire pour noter ce qu'ils n'ont pas compris. Et ce sont ces activités-là qui vont générer l'interaction. Donc, il est important que les parents sachent que quand l'étudiant ne fait pas d'activité, permettez-moi la tautologie, il ne pourra pas comprendre ce qu'il ne comprend pas. Donc, il faut que pendant les heures d'interaction, nous consommons de l'argent de la connexion. Que chaque étudiant puisse savoir que dans le cours d'aujourd'hui, j'ai lu, j'ai fait des activités, ça j'ai compris, ça je n'ai pas compris, et l'enseignant est payé pour m'orienter. C'est là qu'il va y avoir interaction. Parce qu'en présentiel, je peux encore voir que tel dort, tel ne suit pas. Il arrive qu'en présentiel, l'enseignant réponde aux questions qu'on aurait dû lui poser. Mais là, maintenant, il faut que l'étudiant joue son rôle. C'est très important et la presse, comme on dit, Catherine Pouvoir, vous devez nous aider à communiquer cela. Que voilà, au niveau de l'UCB, l'enseignement en ligne a parfaitement réussi parce que nous avons démarré, la pédagogie est là, la technologie est là, les problèmes ne manquent pas. Les enseignants, les comités de direction, toutes les parties prenantes comprennent qu'il faut travailler autrement. Certains étudiants aussi, il faut le reconnaître, comprennent aussi parce qu'il y a des interactions. Mais nous ne sommes pas encore satisfaits. Nous voulons que 100% des étudiants comprennent qu'ils doivent travailler autrement en développant la dimension travail personnel qui va les aider maintenant, qui va les aider encore dans l'avenir pour qu'ils aient moins de difficultés que ce que nous avons. Je compose 30 pages de cours, self-content comme on dit. Et je me dis qu'il y a des aspects où il faut quand même une intervention directe.
je me fais filmer pendant 15 minutes pour donner les points saillants. Cette vidéo-là ne donne pas à ces ressources la dimension d'enseignement en présentiel. L'étudiant, même quand il y aura des vidéos, ne sera jamais dérogé du devoir de faire un travail personnel. Je préfère le dire maintenant. Ce n'est pas dynamique. Ça va évoluer en s'améliorant parce que chaque jour, chaque étape, on fait une évaluation. Mais ça serait de la démagogie maintenant, comme enseignant. Je dis aux étudiants, écoutez, quand nous allons passer au mode en insérant des vidéos, vous ne serez plus obligé de faire le travail personnel pour faire les interactions. Ça serait un mensonge. Je ne suis pas payé pour mentir. Donc il faut dire à ces étudiants-là que nous tenons à ce qu'ils puissent honorer les efforts que nous faisons pour nous adapter à ces changements, en tout cas auxquels nous conduit la direction de l'UCB compte tenu des contraintes sanitaires. Je suis optimiste. Là, il y a 112% qui participent. Ces étudiants-là, quand je vous ai dit que les 28 nous intéressent, vous venez justement de mettre le doigt là où ça fait mal. C'est important. Les écoutants, je crois que c'était les a réunis, mais pédagogiquement, c'était difficile. Voilà, et je vais dire aussi que nous sommes justement au courant des réactions qu'on fait à des étudiants. Dans notre planification initiale, nous savions que cette étape arriverait. Et je vais dire que nous avons plutôt accueilli positivement le fait qu'ils aient réagi, le fait qu'ils aient donné un feedback. Parce que justement, tout ceci est fait pour la formation des étudiants. Et nous devons savoir à chaque étape quel est leur niveau de satisfaction, quel est leur niveau d'intégration, leur niveau d'appropriation. Et hier, j'ai réuni l'équipe de représentants, à commencer par les RDG et tous les délégués facultaires. Et je leur ai dit en les appelant que j'étais extrêmement content de voir qu'ils ont fait un travail de qualité, d'évaluation de notre initiative à partir du moment où nous l'avons conçue jusqu'au moment où maintenant nous sommes en train de la mettre en œuvre. Ils ont mis les points sur ce qu'ils pensaient marcher et ce qu'ils pensaient ne pas marcher comme cela peut être souhaité. Je peux noter qu'ils ont mentionné tout ce que l'initiative leur paraissait très louable. Ils sont contents que l'université ait réfléchi à un mode de la continuation de la vie, de la formation dans un contexte comme celui-ci. Ils m'ont déclaré également qu'ils trouvaient l'initiative très innovante parce que nous avons pris le courage d'affronter une technologie qui n'était pas encore suffisamment exploitée ici chez nous. Mais ils ont dit clairement, c'est là notamment l'objet de notre interrogation, que le mode actuel d'interaction ne leur paraissait pas suffisamment, disons, profitable comme ils l'auraient souhaité. Comme a dit le professeur Félicien Zuidoula, peut-être qu'ils attendaient encore voir le même mode en présentiel dans le mode en ligne. Et donc il y a à la fois un problème d'adaptation à la nouvelle manière de faire, mais il y a des problèmes techniques qui ne peuvent pas être non plus niés. Par exemple, quand il y a coupure intempestive d'Internet, les signaux arrivent, les signaux se coupent, ça dérange les interactions, ils l'ont mentionné clairement. Ils ont dit également qu'ils ont parfois l'impression qu'il y a un silence entre étudiants et enseignants. Évidemment, comme on ne se voit pas et comme on n'entend pas le son de la voix, on a l'impression que de l'autre côté, il n'y a personne qui est au bout du fil. Et c'est un peu frustrant, il faut le reconnaître dans un premier temps. Et donc, nous avons enregistré ces difficultés et nous avons dit que c'était déjà prévisible que ça arrive. On continue à travailler à la manière d'améliorer ces interactions. Alors, dans les pistes d'amélioration qu'on envisage, c'est notamment d'intégrer progressivement les audios et les vidéos qui peuvent permettre de mieux visualiser encore les schémas, de visualiser les exercices, de visualiser les planches, ça dépend des disciplines dans lesquelles on se trouve, d'entendre le son de la voix de l'enseignant qui explicite encore une notion, c'est un peu plus vivant que le simple écrit d'un chat. Progressivement, on est en train de travailler à intégrer ces dimensions-là, tout en travaillant aussi le côté du coût. Parce que les formats audio et vidéo ont forcément un poids qui va demander un peu plus de sacrifices financiers. Mais là, nous comptons encore sur l'aide notamment des maisons de communication et des fournisseurs de l'Internet pour qu'on allège la tâche à tous les utilisateurs, notamment de ces systèmes. Donc, nous sommes au courant de ces réactions
Comme je dis, nous avons accueilli très positivement le fait qu'ils évaluent avec nous progressivement les systèmes. Ils demandaient qu'on suspende d'abord les enseignements dans un premier temps, mais à l'issue de nos échanges, on a pris plutôt l'engagement de continuer à travailler dans les conditions actuelles, en améliorant ce qu'on peut améliorer, notamment en faisant ce qu'enseignant, le professeur, le chef a demandé, que l'étudiant fasse le plus possible son travail, qu'il lise suffisamment à l'avance les notes qui ont été postées, qu'il fasse les travaux qui ont été demandés suffisamment à l'avance, et les moments d'interaction, aujourd'hui par chat, demain par audio et vidéo, peuvent permettre d'améliorer notre enseignement actuel. Voilà ce que je peux placer comme mot à ces Maintenant même que nous sommes en train de parler, nous avons encore une session d'échange, formation, si on peut le dire comme ça, avec les enseignants pour continuer à les adapter au système. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas suffisamment rodés, mais c'est seulement une plateforme à propos de laquelle il faut que chacun connaisse le mode d'entrée, le mode de travail à l'intérieur et le mode de sortie. Parce que la plupart d'entre nous, on s'en est rendu compte, connaissent des plateformes similaires, mais chaque plateforme, comme chaque logiciel, doit avoir un moment où on l'apprend et où on le pratique. Et donc maintenant, nous avons promis que chaque week-end, nous allions par petits groupes, dans le respect des mesures barrières contre le Covid, assurer notamment des échanges, formations avec les enseignants pour que chacun soit progressivement rodé. Comme on l'a dit, ce n'est pas en un jour que tout le monde va avoir la manipulation aisée de l'outil. C'est au fur et à mesure, c'est en s'appliquant que l'on va avoir des Nous pensons que la qualité peut même être de manière surprenante, de loin meilleure. Ce que j'ai mentionné par exemple en introduction, c'est de dire que un des grands avantages aujourd'hui, c'est que le cours, la matière est disponible avant même l'interaction avec les étudiants. L'expérience que j'ai déjà comme enseignant, ça fait une petite vingtaine d'années maintenant que j'y suis, je me suis rendu compte que la plupart des fois, les plaintes des étudiants, c'est qu'ils disent oui, l'enseignant était au cours, mais il a parlé, mais on n'a pas ces syllabus, on n'a pas ces slides, on n'a rien. Mais aujourd'hui, avant même d'avoir l'interaction, par chat, par audio, par forum, par vidéo, les notes de cours sont déjà disponibles. Il déjà pu apprendre connaissance. Et donc, je pense que si je prends de la formation, on garantit que l'étudiant a des notes. Et des notes qui ont été suffisamment bien élaborées pour être compréhensibles déjà par une première lecture. Et maintenant, s'il reste des parties qui doivent être explicitées, les forums et les différents échanges par chat et autres modes permettent alors de compléter cela. Donc, comme nous avons dit, notre leitmotiv, c'est de continuer à veiller sur la qualité de l'enseignement. Que nous soyons en présentiel, que nous soyons en mode à distance, l'enseignement de qualité reste notre leitmotiv et nous continuons à veiller à cela. Alors, notre travail de monitoring, notre travail de surveillance, comme disons dans la partie administration d'enseignement, c'est de nous assurer que les standards de qualité ne puissent pas baisser. Nous n'allons pas tolérer que l'étudiant soit maintenant abandonné. Nous n'allons pas tolérer que l'enseignant puisse mettre n'importe quoi comme support de cours. Nous n'allons pas tolérer notamment qu'il y ait des absences ou des retards injustifiés. On va donc garder les mêmes standards et nous pensons que l'outil, disons, technologique que nous avons aujourd'hui permettra encore de gagner encore davantage. Nous l'avions dit encore lors de l'annonce du passage à ce nouveau mode ici, que pour les évaluations, nous continuons encore à réfléchir aux meilleurs modes qui garantissent la fiabilité des évaluations. Mais au stade où nous en sommes, il est clair que nous allons combiner le mode d'évaluation traditionnel et le mode d'évaluation via l'outil plateforme Moodle. Parce que la plateforme permet d'avoir des évaluations automatisées. Par exemple, pour un enseignant qui est habitué à poser des questions à choix multiples, il est possible d'intégrer tous les questionnaires dans la plateforme et l'étudiant seulement va ouvrir son ordinateur ou bien son appareil et il va remplir les réponses comme il les ferait sur le papier. Avec l'avantage que dès la fin du remplissage de ces questionnaires-là, on va donner la note immédiatement à la fin. Et donc, ça permet d'avoir des résultats en temps réel.
c'est une possibilité que nous pouvons exploiter dans un premier temps. Et donc, il y a aussi des devoirs, il y a des travaux à remettre via la plateforme, tout ce que nous appelons évaluation annuelle qui se font au quotidien, travaux pratiques, travaux dirigés, interrogations, on peut le faire via cette plateforme. Mais nous avons quand même souhaité garder les modes traditionnels pour les examens. Les examens, ça signifie les évaluations définitives, clôturer l'année. Et là, nous comptons, là, nous ne connaissons pas encore quel est le jour, nous comptons sur la levée du confinement pour qu'on se retrouve encore dans des salles où on fait une surveillance ordinaire et on fait des examens dans les modes traditionnels. Voilà ce que nous envisageons pour les événements. Même déjà avant d'annoncer, cet outil de l'enseignement en ligne, nous avions déjà dit, nous partons tous à la maison, nous confinés à cause du Covid, mais chers enseignants, chers étudiants, poursuivez les travaux de mémoire et des fins de cycle, parce que depuis longtemps déjà, là on le fait, l'étudiant envoie son projet par mail à l'enseignant, l'enseignant intègre les corrections et les renvoie à l'étudiant aussi par mail. À l'époque où les Covid n'étaient pas un obstacle pour se rencontrer, il pourrait maintenant y avoir des rendez-vous pour des échanges directs avec l'enseignant. Mais aujourd'hui, notre plateforme permet maintenant qu'on puisse avoir aussi des interactions sur les mémoires avec l'étudiant. L'enseignant peut dire, voilà, maintenant vous avez envoyé 2 ou 3 fois votre projet. Voilà ce que moi je constate comme difficulté majeure. Veuillez tenir compte de ceci. Et là, ça peut se faire notamment via chat ou via des audios qui peuvent être intégrés. Donc, pour les TFC et les mémoires, c'était déjà un élément suffisamment avancé. Je vais d'abord rassurer tout le monde qu'il n'y a pas de questions taboues. Si nous venons comme ça devant la presse, c'est parce que nous voulons communiquer. Et c'est surtout parce que nous voulons aussi que là où il y a des difficultés que nous ne parvenons pas nous-mêmes à surmonter, que tous ceux qui nous entendent puissent nous apporter des solutions. Nos portes sont largement ouvertes, nos adresses mail, nos portails sont ouverts pour pouvoir recevoir des recommandations et suggestions. Je vais d'abord dire que jusqu'à présent, nous n'avons rien communiqué en ce qui concerne la question du paiement des frais académiques. Parce que nous estimons qu'il n'y a pas a priori pour l'instant d'impact sur la question des frais académiques. Et donc on n'a pas modifié les taux, ni à la hausse, ni à la baisse. Peut-être ce qu'on peut mentionner simplement, c'est que les dates de paiement, selon les tranches qui étaient communiquées, on est obligé de pouvoir réaménager les calendriers de l'échéancier parce que tout est perturbé avec ces contextes ici. Maintenant, si on essaie de réfléchir à haute voix, est-ce que ces mots d'ici créent des surcoûts pour les étudiants qui devraient nous amener à revoir à la baisse notamment les minérales? Ou à l'inverse, est-ce que ce système ici crée des coûts supplémentaires pour l'université qui devraient nous amener à revoir à la hausse les minérales? C'est des questions qu'on peut se poser à haute voix. Bon, ce qu'on a fait jusque-là comme analyse, c'est de dire que pendant qu'on était en présentiel, il y avait des coûts liés notamment au transport, liés au casse-croûte à prendre au niveau de l'université pendant les heures de pause. Ce sont des frais maintenant qu'on n'est pas en train de dépenser pour les transports parce qu'il n'y a pas de transport vers l'université. Et ça peut être commué vers notamment les mégas ou les data comme on les appelle. Donc on peut dire qu'il y a une sorte de compensation qui se réalise et qui peut permettre de continuer à avoir la vie de manière aisée. Quant à savoir s'il y a lieu notamment de revoir à la baisse les frais, on n'a pas encore fait une étude suffisamment poussée pour savoir s'il y a des économies vraiment réalisées qui permettaient d'aller dans ce sens-là. Je le dis parce que notamment dans les demandes des étudiants, il y a une demande clairement qui a été formulée. Les étudiants ont déclaré ce qui suit. Puisque maintenant on fonctionne en ligne, l'université fait beaucoup d'économies. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont plus organisées, les transports, on ouvre plus l'auditoire, etc. Bon, je vais dire que ça c'est une présomption. On présume que parce qu'on ne fait plus ce qu'on faisait avant en présentiel, il y a forcément des économies qui sont réalisées.
Là, je crois qu'on ne peut pas s'avancer à dire qu'il y a des économies ou qu'il y a des surcoûts tant qu'on n'a pas fait une étude sérieuse. Pour l'instant, donc, en ce qui concerne les frais, il n'y a pas de déclaration. Le moment venu, si c'est nécessaire, on le fera. Mais pour l'instant, je suggérerais que les étudiants et les parents se concentrent à aider au démarrage et au développement d'initiatives enseignement à distance. Oui, je suis au courant de ce que semble-t-il, ayant constaté que parfois la connexion est délicate avec la plateforme, on a pensé à d'autres voies alternatives, comme WhatsApp, etc. J'ai même vu dans les forums, il y a beaucoup de forums qui ont été créés par rapport à ça, il y en a qui disent, est-ce que c'est autorisé, est-ce que c'est interdit? Je peux dire que nous n'avons pas formulé une déclaration précise par rapport au fait que c'est interdit de créer des groupes WhatsApp ou de ne pas les créer. Pour nous, nous considérons simplement comme la plateforme Moodle comme la plateforme principale pour la formation. Mais s'il y a des initiatives entre étudiants pour pouvoir notamment s'échanger des informations entre eux, des explications via WhatsApp, via Facebook, via d'autres possibilités, je crois que ce sont des initiatives que nous ne pouvons pas nous, disons, décourager, tant que ça permet une bonne évaluation. Par contre, nous, comme université, nous ne pouvons pas aller contrôler ce qui s'est fait dans les cadres de WhatsApp. WhatsApp, Twitter, ou je ne sais pas moi, Facebook, on ne saura pas les contrôler. On va contrôler le travail réalisé entre enseignants et étudiants via ce qu'il y a sur la plateforme. Mais si on trouve qu'il y a d'autres technologies qui peuvent aider à améliorer ce qui est en train d'être fait de manière complémentaire, bon, ça peut être encouragé. Quand on dit interaction, le forum ou le chat, c'est d'abord il y a une dimension verticale, interaction entre les professeurs et les étudiants, mais on encourage aussi une interaction entre les étudiants. Si ça arrive qu'à un moment donné, la connexion Moodle ne marche pas bien, pour cette partie horizontale entre étudiants, et que l'auditoire crée un groupe WhatsApp pour contribuer à échanger des informations, d'éléments, des références, des sites web entre étudiants, je pense que c'est un complément, c'est un plus. Parce que vous savez, avec WhatsApp et tous les réseaux sociaux, les problèmes, c'est l'usage qu'on en fait. Si ces mêmes étudiants, à qui il arrive quelquefois d'échanger des éléments pas très catholiques, commencent à s'envoyer des équations, je serais très content qu'ils le fassent. Donc, ça peut être un bon complément, mais comme dit le vice-recteur, c'est que nous sommes capables de contrôler. C'est ce qui a été fait au niveau de la plateforme Moodle. Ça, on est capable de dire que voilà, pour tel cours, l'interaction prof-étudiant, ça va, mais on sent qu'entre étudiants, ça ne marche pas encore. Donc c'est bon, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce que nous pouvons y faire? Je crois qu'on dit souvent, à l'impossible, nul n'est tenu. S'il y a des cas de force majeure qui demandent que nous ne bougions même plus du tout de là où nous sommes, on ne va pas demander aux étudiants de faire l'impossible pour sur la plateforme. Ça signifie qu'autant ils seront paralysés, autant les agents seront paralysés aussi, jusqu'à ce que de nouveau on puisse revenir, disons, au fonctionnement normal. Donc je crois qu'on ne peut pas dire d'emblée que nous pensons que confinement ou pas, c'est pas, comment on dit encore, confinement progressif, partiel ou pas, que nous on va fonctionner. On ne peut pas, nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des robots. On ne peut pas dire que nous, qu'il y ait une possibilité de fonctionner ou pas, nous quand même on va fonctionner. On n'ira pas jusqu'à ce niveau de manque de réalisme. On va s'adapter. Nous avons lancé l'enseignement en ligne au nom de l'adaptation à la plus frappante réalité sociale qu'il y a maintenant, que le coronavirus. Mais nous serions en train de faire l'enseignement en ligne si on n'était pas enclin à nous adapter aux réalités sociales. Si par exemple, tout de suite là, la pandémie disparaissait et qu'on retourne à l'enseignement direct, on serait très content d'avoir acquis une expérience, mais on en aurait un petit goût en se disant qu'on s'est donné tout ce mal presque pour rien. Mais effectivement, c'est en prévision du fait qu'on peut avoir un confinement encore plus drastique que ça, que nous avons lancé l'enseignement en ligne. Je trouve que la question, dans ce contexte ici, c'est une question
qui a en même temps sa réponse. Nous nous adaptons à la réalité sociale en passant l'enseignement en ligne, parce que d'ordinaire, nous travaillons. Même si on est en confinement total, il n'est pas dit que tout ce qu'on avait déjà comme provision en termes de mégas et ça, s'épuise nécessairement à ce moment-là. Par exemple, pour la commune d'Ibanda, les 3 premiers jours de confinement total, c'est que vous avez déjà comme mégas, peut-être comme réserve pour, je ne sais pas, 1 semaine, 2 semaines, vous les utilisez. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, depuis qu'on a commencé les 25 mai, on avait déjà accumulé les données qui sont sur la plateforme. On peut commencer à les lire, on peut commencer à faire les travaux. On peut mettre à profit ces temps-là. On est à la maison, on ne sort pas bien sûr, mais on lit, on approfondit, on développe ce qu'on a déjà comme matériaux. Il y a des forums qui sont ouverts. Ça aussi, il faut quand même le dire, par rapport à l'interaction. Dans ces forums-là, on peut poster tout ce qu'on a comme idée d'amélioration, de contribution, des questions. Et les enseignants qui les peuvent aussi peuvent y réagir. Donc, on peut mettre à profit ces moments-là où on est en confinement pour ne pas seulement dormir, pour ne pas seulement crier que le monde est en train d'aller vers sa fin, mais de travailler en attendant qu'on soit de nouveau libre pour circuler. N'oubliez pas de liker notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche afin de recevoir nos notifications.